Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un trade que j'ai fait cette semaine qui a très bien fonctionné. Donc je vais vraiment vous présenter mon analyse de A à Z. Donc c'était quoi mon idée fondamentale, comment j'ai exécuté la position, comment je l'ai gérée, pourquoi est-ce que j'ai pris le trade, pourquoi c'était vraiment une opportunité qui était intéressante. Enfin, je vais vraiment vous partager littéralement le tout de A à Z. Ça va être une vidéo, guys, remplie de valeur. C'est exactement le genre de contenu, je pense, qui apporte le plus de valeur sur la chaîne, où ce que je vous explique vraiment des trades puis que je vous apporte avec moi dans mon esprit. Puis évidemment, guys, mon objectif avec ces vidéos-là, eh bien, c'est de tout simplement rendre mon contenu gratuit meilleur que celui payant des autres. Guys, j'espère que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si c'est le type de contenu que vous aimez et que vous aimeriez voir encore plus souvent sur la chaîne, je vous invite, guys, à mettre un like sur la vidéo. Je vais vraiment me fier à ça pour voir, est-ce que c'est vraiment le genre de vidéo que vous voulez voir ou est-ce que finalement, vous aimez mieux des vlogs ou des choses comme ça. Fait que bref, si vous aimez ça, les vidéos explicatives de trade, mettez un like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup. Et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc le trade que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était un trade sur le gold. Donc j'ai quand même beaucoup tradé l'or cette année. Le contexte fondamental fait en sorte que c'est un marché qui est extrêmement intéressant. Et on va justement commencer par ça. Parce qu'avant de regarder le trade en lui-même, avant de regarder l'analyse technique comme plusieurs vont faire dès le début, eh bien, on va se concentrer sur bâtir un contexte macroéconomique. Donc, de vraiment comprendre, eh bien, au niveau fondamental, où est-ce qu'on est rendu dans le monde, où est-ce qu'on est rendu dans l'économie et est-ce qu'en termes de probabilité, eh bien, on a plus de chances de voir le gold monter ou de baisser. Et ça, c'est super important. On va toujours commencer avec l'analyse fondamentale. Si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous le savez, c'est la base de tous les trades que je fais, c'est la base du système que j'utilise et c'est aussi la base de n'importe quel système utilisé par les professionnels. Pour moi-même, avoir été en institution, que ce soit sur le trading floor de RBC à Montréal, à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou même dans d'autres hedge funds, je vous le confirme, je l'ai vu de mes propres yeux, la grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, utilise l'analyse fondamentale comme premier filtre. Ça va nous donner la direction du marché qui est la plus probable. Donc, est-ce qu'il y a plus de chances que le marché monte ou baisse? Et par la suite, c'est là qu'on va aller faire l'analyse technique, qu'on va regarder au niveau de l'exécution et ainsi de suite. Mais donc, on va commencer par dresser le portrait fondamental et ça va déjà nous donner la direction qu'on s'attend que le marché va évoluer. Fait que la première chose qu'on va regarder un petit peu plus en détail, c'est ce qu'on appelle le worldview. Donc, le worldview, c'est tout simplement un terme qu'on va utiliser pour se bâtir une vision du monde, pour avoir la direction au niveau des indices boursiers et des matières premières. Pour bâtir le worldview, on va principalement regarder les données de l'emploi et les données de l'inflation aux États-Unis. On peut aussi regarder l'Europe et la Chine qui ont quand même une très grande part au niveau de la production mondiale des biens et services. Mais donc, on va commencer par regarder les États-Unis. C'est vraiment toujours le plus important. Donc, pour faire ça, je m'en vais sur Trading Economics. Par la suite, j'ai sélectionné les États-Unis. Et là, eh bien, on a toutes les données les plus importantes pour les États-Unis. Et ce qu'on va vraiment se concentrer dessus, c'est les données de l'emploi et les données de l'inflation. On va comparer ça par rapport aux objectifs de la Banque centrale, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine. Et on va voir, eh bien, où est-ce qu'on se situe par rapport à leurs objectifs. Et donc, on va être capable de déduire qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de leur politique monétaire. Et donc, comment ça pourrait venir impacter les marchés. Donc, premièrement, si on regarde les données de l'inflation, donc on voit que l'inflation est rendue à 2,9% aux États-Unis, ce qui est un tantinet élevé parce qu'il faut comprendre que la Fed va toujours avoir un objectif d'inflation aux alentours de 2% annuel. Donc c'est sûr que rendu à 2,9%, c'est un peu élevé. C'est pas si pire que ça. C'est pas comme si on était à 3, 3,5, 4%, parce que là, on aurait vraiment une inflation qui est problématique. Donc, c'est pas si pire, mais on voit que l'inflation est un peu quand même inquiétante parce qu'on avait énormément monté au niveau de l'inflation suite à la pandémie lorsqu'il y avait baissé les taux d'intérêt fortement et imprimé beaucoup de liquidités. Par la suite, la Fed avait augmenté drastiquement les taux d'intérêt pour essayer justement de faire rebaisser l'inflation et c'est ce qu'on a vu à partir de mi-2022. Et depuis à peu près 2023-2024, on voit qu'on est assez stable au niveau de l'inflation. On continuait quand même graduellement à rebaisser pour atteindre un point bas à 2,3%, ce qui était excellent. Mais là, on voit que dans les derniers mois, on a remonté. Maintenant, comme je dis, c'est pas si pire que ça. C'est pas problématique à proprement dit pour l'instant, mais il y a bel et bien un risque à ce qu'on voit une inflation peut-être un petit peu plus persistante qu'attendue et donc que ça pourrait peut-être entraîner la Fed à vouloir garder les taux d'intérêt, disons, relativement élevés pour quand même laisser une certaine pression au niveau de l'inflation et de faire en sorte que ça redescende éventuellement. Maintenant, comme je dis, on est à peu près
au point tournant de ça, c'est-à-dire que si à partir de 2,9, on commence à rebaisser, là, ça va bien aller, mais si on commence à monter à 3, 3,2, 3,5, c'est là que ça devient vraiment problématique. Donc, on voit qu'au niveau de l'inflation, pour l'instant, ça va, mais il y a quand même un léger risque à ce niveau-là. Par la suite, si on regarde les données de l'emploi, on peut regarder premièrement le taux de chômage. On voit que le taux de chômage, on est à 4,3 %, ce qui, historiquement parlant, est plutôt faible. Okay? Donc, un taux de chômage à 4,3 %, c'est vraiment loin d'être inquiétant. On voit que, par exemple, pendant la pandémie, on avait monté jusqu'à 15 %, ce qui est extrêmement élevé. En règle générale, la Fed veut voir un taux de chômage en dessous de 5 %. Donc, tant qu'on est en dessous de 5 %, eh bien, le taux de chômage, on pourrait dire qu'il n'est pas extrêmement problématique. Maintenant, si on regarde les données récentes, on voit qu'il y a quand même un léger ralentissement au niveau des données de l'emploi. Donc, le taux de chômage était quand même à 4 % au début de l'année, on est rendu à 4,3 %. Donc, il y a quand même un léger ralentissement. Et si on regarde les données du NFP, donc les données du NFP, c'est tout simplement les données du nombre de nouveaux emplois qui ont été créés en excluant le secteur de l'agriculture. Et donc, on voit que là, il y a quand même un ralentissement qui est assez notable. Donc, au niveau des données du NFP, souvent, ça va tourner. Mettons qu'on fait une moyenne là, aux alentours à peu près de 200 000 par mois. Bon, là, on ne voit rien ici à cause de la pandémie, mais si on zoome un petit peu plus, on voit que c'est quand même relativement stable aux alentours à peu près de 200 300 000 par mois, même qu'ici, c'était assez élevé. Mais là, on voit donc que dans les derniers mois, on a quand même un ralentissement qui est assez notable au niveau des données de l'emploi sur le NFP précisément. Donc, on voit qu'en général, si on considère le NFP et le taux de chômage, on voit que il y a un léger ralentissement. C'est vraiment loin d'être catastrophique ou quoi que ce soit. C'est pas comme si le taux de chômage était rendu à 5, 5,5, 6 % ou que le NFP était vraiment en négatif. Mais il y a quand même donc un léger ralentissement à ce niveau-là. Donc maintenant, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer suite à l'analyse de ces données? Eh bien, on voit qu'il y a bel et bien un léger ralentissement au niveau des données de l'emploi. C'est ça qui amène la Fed en ce moment à vouloir rebaisser un petit peu les taux d'intérêt. Mais en même temps, l'inflation reste sensiblement élevée et potentiellement problématique si ça continue de monter. Donc, on voit que la Fed est dans un point tournant qui est un peu compliqué parce que d'un côté, ils vont vouloir baisser les taux d'intérêt pour essayer d'aider le marché de l'emploi et faire en sorte que ça ne va pas se détériorer pour aucune raison. Mais de l'autre côté, eh bien, ils ne peuvent pas agressivement baisser les taux d'intérêt parce que s'ils font ça, eh bien, ça pourrait potentiellement faire en sorte que l'inflation va continuer de monter. Fait qu'ils sont comme un peu entre les deux coussins. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine, disons, incertitude en ce moment aux alentours de la politique monétaire. Maintenant, cette incertitude-là, pour l'instant, n'est pas négative pour les indices boursiers. Donc, si on regarde, par exemple, le S&P 500, on voit que depuis les points bas qu'on avait ici suite au tarif de Trump, eh bien, on est toujours dans une très, 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 très belle tendance haussière. Personnellement, j'ai toujours toutes les positions long terme que j'avais pu prendre justement dans les points bas juste ici. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là, en avril là, par rapport à ces positions-là. Donc, j'ai toujours 100% de mes positions. Je m'attendais potentiellement à avoir une plus grosse correction sur les indices boursiers, mais on n'a jamais vraiment eu de confirmation de ça. Et donc, ça fait que la tendance est encore haussière. Et la raison donc pourquoi les indices sont encore haussiers, c'est parce que, comme j'ai dit, oui, les données de l'emploi ont ralenti un peu, mais c'est vraiment loin d'être dramatique. Et donc, ce qui arrive, c'est que si la Fed est capable de baisser les taux d'intérêt sans pour autant qu'on ait une économie qui vient à vraiment se dégrader, eh bien, ultimement, on va se retrouver dans une situation où peut-être les données ne sont pas incroyablement fortes, mais on reste quand même dans une situation qui est plutôt stable avec des taux d'intérêt plus faibles. Et donc, en général, eh bien, c'est quelque chose que les indices boursiers aiment beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on va voir une plus grosse correction éventuellement si, par exemple, les données de l'inflation remontent, donc là, ça devient vraiment problématique, ou les données de l'emploi commencent à vraiment baisser rapidement? Peut-être que oui, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Mais donc, tout ça pour dire qu'au niveau des indices boursiers, on est quand même encore haussier. Au niveau des matières premières, dans leur globalité, c'est la même chose, mais il y a quand même une certaine incertitude. Et ça, c'est l'un des points justement qui vient aider l'or à rester haussier sur du moyen long terme. Au niveau de ces données-là, un des points également qui est super important à comprendre, c'est que la Fed l'a dit eux-mêmes, mais ils sont plus concernés par les données de l'emploi qui ralentissent que par les données de l'inflation. Selon eux, les données de l'inflation, donc même si c'est rendu à 2,9 % annuel, selon eux, c'est quelque chose qui est transitoire, c'est pas quelque chose qui va durer ou qui va énormément accéléré. Est-ce qu'ils ont raison là-dessus? Difficile à dire, mais pour l'instant, eh bien, c'est leur rhétorique et c'est là-dessus que le marché va se baser. Donc, ils sont vraiment plus concernés là, au niveau des données de l'emploi qui ont vraiment ralenti là, dans les derniers mois. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont quand même portés vers le fait de couper les taux d'intérêt, malgré le fait que l'inflation est potentiellement problématique. Mais donc, tout ça pour dire que la Fed en ce moment est vraiment dans un état d'esprit de commencer à baisser les taux d'intérêt. On a déjà eu une coupure de taux en septembre et le marché s'attend à d'autres coupures de taux pour cette année et potentiellement même l'année
l'année prochaine. Et donc, des coupures de taux, ultimement, c'est quelque chose qui est positif pour l'or. Et la raison, c'est tout simplement parce que lorsque les taux d'intérêt sont vraiment élevés, eh bien, le simple fait d'avoir de l'argent en cash, eh bien, on va produire un rendement sur cet argent-là. Donc, par exemple, si les taux d'intérêt sont à 5 eh bien, le simple fait d'avoir de l'argent liquide, par exemple, dans un compte courtage, eh bien, on va produire un rendement là-dessus. Et donc, le plus que les taux d'intérêt sont élevés, le plus que ça l'incite à garder du cash et le moins que ça devient intéressant d'avoir l'or qui, lui, ne produit rien en soi. Mais donc, le plus qu'on baisse les taux d'intérêt, eh bien, le plus que ça devient moins intéressant d'avoir du cash, souvent, c'est quelque chose qui va aussi peser sur la valeur de la monnaie en elle-même. Et donc, quand la Banque centrale baisse les taux d'intérêt, eh bien, souvent, on voit une sortie de liquidité de la monnaie. Et cet argent-là, souvent, ça s'en va dans les indices boursiers, les matières premières et évidemment l'or. Et donc, c'est pour ça que le contexte vraiment global actuellement est très haussier pour les métaux. Un autre des points qu'on pourrait rapidement mentionner, c'est le risque de stagflation. Le stagflation, c'est tout simplement une situation économique où ce qu'on a un ralentissement de l'économie, mais une inflation qui persiste. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment. Maintenant, c'est vraiment trop tôt pour appeler ça une situation de stagflation. Pour qu'on puisse dire ça, il faudrait vraiment que le taux de chômage dépasse le 5% et que l'inflation remonte à 3,2, 3,5%. C'est là qu'on pourrait commencer à se dire, on tombe dans une situation qui ressemble vraiment à de la stagflation. Fait que pour l'instant, c'est plus un risque que quelque chose qui est vraiment concret. Mais dans un environnement de stagflation, historiquement parlant, le gold va bien performer aussi. Et donc, tout ce que je vous explique en ce moment, c'est juste pour vous montrer tous les facteurs macroéconomiques, disons, long terme, qui vont vraiment aider le gold à monter. C'est pour ça que depuis le début de l'année, entre autres, eh bien, l'or continue de monter sans cesse parce qu'il y a vraiment des gros facteurs qui vont driver justement ces mouvements-là et qui vont permettre aux gens d'injecter de la liquidité dans les métaux et donc par le fait même de sortir cette liquidité-là des monnaies. Donc, par exemple, si on regarde le dollar américain depuis le début de l'année, eh bien, on voit que le dollar américain est extrêmement baissier et donc, ben, comme j'ai dit, c'est principalement basé sur le fait qu'on s'attend que la Fed commence à couper les taux d'intérêt. Donc, l'argent sort des monnaies et ça s'en va dans d'autres actifs, tout simplement. Donc, évidemment, le fait en soi que le dollar américain soit baissier, eh bien, c'est aussi quelque chose qui vient aider les autres marchés à performer. Donc, ça aussi, ça rentre dans les facteurs qui justifient la hausse des marchés et des métaux dans les derniers mois. Et un autre aspect donc, qui est extrêmement important à considérer, c'est toutes les tensions géopolitiques qu'on a en ce moment et la demande des banques centrales qui continue d'augmenter pour avoir de l'or. Et ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les banques centrales ont toujours des réserves, par exemple, de monnaie. Ils ont des réserves de gold. Donc, ça, c'est vraiment la richesse, si on veut, d'une banque centrale à proprement dit. Et donc, ce qu'on peut voir depuis le début de l'année, c'est que les banques centrales, particulièrement la Chine, par exemple, continuent d'acheter massivement de l'or et de réduire justement leur exposition au dollar américain. Et donc, souvent, ce qui arrive, c'est que dans une situation comme ça, où il y a des tensions géopolitiques, les tarifs de Trump, par exemple, bien, ça fait qu'il y a un certain risque justement au niveau de la monnaie. Donc, souvent, eh bien, les banques centrales vont réduire leur exposition à ça et augmenter leurs réserves de gold, par exemple. Et donc, c'est aussi l'un des facteurs qui vient, disons, contribuer à cette idée fondamentale. Bon, bref, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, puis on pourrait aller encore plus dans les détails. Mais ici, mon objectif, c'est juste de vous montrer, guys, eh bien, comment qu'on vient bâtir une vision globale du marché. Évidemment, cette vision-là, c'est une vision qui est vraiment sur du moyen long terme. C'est-à-dire que si on prend un trade qui est relativement court terme, on va pas juste se baser là-dessus puis acheter un peu n'importe quand. Évidemment, ça fait aucun sens. Mais c'est juste pour nous donner donc une direction globale. Et donc, si on revient sur le graphique de l'or, on voit que depuis le début de l'année, eh bien, on a une très belle tendance haussière qui s'est principalement définie par une première impulsion juste ici. Par la suite, on a eu une très grosse correction qui a duré quelques mois. Et là, eh bien, on est reparti dans une autre impulsion. Même si on revient avant 2025, on voit qu'on était déjà quand même dans une très, très belle tendance haussière sur le gold. Et principalement, eh bien, c'est vraiment les facteurs que je vous ai mentionnés. Au final, c'est rien d'extrêmement compliqué. C'est vraiment basé sur de l'incertitude, la Fed qui commence à baisser les taux d'intérêt, une perte de confiance au niveau de la monnaie, donc une sortie de liquidité qui s'en va ailleurs. Et globalement, eh bien, c'est vraiment ces points-là qui sont les plus importants. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur l'aspect technique et on va venir également à regarder l'exécution du trade, comme je vous ai dit, puis comment je l'ai géré et ainsi de suite. Donc, au niveau du graphique, on voit donc qu'on a effectivement cette impulsion-là depuis le début de l'année. Juste ici, ce mouvement-là qui a été beaucoup plus agressif
négatif, c'est tout simplement la poussée du gold qu'on a eu suite au tarif de Trump. Évidemment, cette situation-là a amené beaucoup d'incertitudes sur le marché et donc le gold en a bénéficié. Et par la suite, lorsqu'on a atteint le niveau des 3500 juste ici, eh bien, on a commencé à faire un range et on voit que très récemment, on a commencé à briser cette correction-là et à repartir à la hausse, principalement basé sur le fait que les données de l'emploi ont ralenti quand même beaucoup dans les 2 derniers mois. Et donc, c'est ça qui a aidé le gold à se stabiliser et à permettre par la suite un breakout. Donc, évidemment, dans un contexte comme ça où ce que le fondamental est haussier, on vient d'avoir un breakout d'une correction qui a duré pendant plusieurs mois, eh bien, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'acheter le gold et non d'essayer de parier à la baisse. Et c'est pour ça que le fondamental et de comprendre le contexte, c'est autant important. Parce que lorsqu'on a un contexte avec beaucoup plus de probabilité d'aller dans une direction que dans l'autre, eh bien, ça va déjà filtrer en fait les trades qu'on va pouvoir prendre. Donc, quelqu'un qui essaie de short gold dans un contexte comme ça, ben, ça fait juste aucun sens parce que littéralement, tous les éléments pourraient être dans la même direction, c'est-à-dire donc être haussier. OK? Et donc, c'est pour ça que lorsque je vais avoir un contexte comme ça qui est autant clair, eh bien, la seule chose qui va m'intéresser, c'est d'attendre des scénarios où ce que je peux acheter et des opportunités qui vont amener le gold à monter. Est-ce que ça veut dire qu'il va toujours monter? Évidemment, non. Est-ce que ça veut dire que des fois, il ne va pas faire des grosses corrections puis que je vais manquer potentiellement des mouvements? Évidemment, oui, mais ça ne me dérange pas. Mon but en tant que trader, c'est pas de trader tous les mouvements. Mon but, c'est d'optimiser les probabilités et de seulement prendre les trades qui ont le plus de chances de fonctionner. Et donc, c'est exactement ce que je viens faire ici avec mon premier filtre au niveau du fondamental. Donc, maintenant qu'on a le contexte, on va regarder le trade en lui-même un petit peu plus en détail. Je vais vous montrer bien, exactement quand est-ce que j'ai pris le trade, pourquoi j'ai rentré à ce moment-là précis et concrètement, c'était quoi mon idée derrière tout ça. Donc là, on est rendu sur un graphique d'une heure. Donc ici, la ligne que j'ai, c'est le dernier point haut historique. Donc ça, c'est le breakout qu'on vient de voir après la correction qui a duré plusieurs mois. Et donc, on voit que lorsqu'on a eu ce breakout-là, eh bien, on était en très forte tendance haussière et on pourrait argumenter que cette tendance haussière-là est encore présente et qu'elle est encore relativement forte. On voit qu'on s'est un peu stabilisé depuis une semaine ou deux, mais globalement, on est encore dans une tendance haussière et le fondamental n'a pas vraiment changé là-dessus. Donc maintenant, si on revient un peu dans le passé et que je remonte au moment où ce trade-là s'est déroulé. Donc évidemment, lorsqu'on était dans la tendance haussière juste ici, même si j'étais haussier sur le marché, je n'allais pas juste acheter un peu dans le vide en fermant les yeux. Okay? Évidemment, l'analyse technique, l'aspect de timing d'un trade, c'est quand même quelque chose qui est très important. Le fondamental est le premier filtre, mais ça reste que les autres filtres sont quand même importants. Okay? Fait que ici, je n'avais pas vraiment d'opportunités personnellement qui m'intéressaient ou qui respectaient vraiment à 100% mon système. Donc, cette première jambe de hausse, je ne l'ai pas tradé et ça ne me dérange pas. Évidemment, dans un marché haussier, on va avoir beaucoup de corrections, on va avoir beaucoup d'opportunités. Fait de manquer, entre guillemets, cette première partie-là, bon, ça ne m'inquiétait pas plus qu'il faut. Je savais qu'à un certain point, on allait avoir une meilleure correction et qu'on allait avoir une structure qui est beaucoup plus claire. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a eu. Donc, on voit que lorsqu'on a monté ici et qu'on a atteint les alentours de 3675, on a fait un point haut et on a commencé une correction. Donc là, si on revient un peu en arrière, je vais revenir aux alentours d'ici et on va voir comment le trade s'est déroulé. On va enlever pour l'instant ce fib-là, on n'en a pas de besoin, puis on va même enlever donc le trade juste ici. Donc, à ce moment-là, précisément, on avait cette correction sur le gold. Et là, on voit que ça, c'était dimanche, donc de cette semaine au moment où j'enregistre la vidéo, donc à l'ouverture des marchés. Un des éléments qui était extrêmement important qui s'est passé cette semaine, c'était tout simplement la décision de la Fed. Donc, on avait le FOMC, c'est-à-dire le meeting où la Fed vont annoncer leur décision de taux d'intérêt, ils vont donner leur projection économique et on va également avoir une conférence de presse de Powell où il va expliquer essentiellement leur décision et répondre aux questions des journalistes. Donc, le FOMC, c'est quelque chose qui arrive à peu près 8 fois par année. C'est un événement qui est extrêmement important pour les marchés parce que non seulement on apprend la décision de la Fed pour ce qui est des taux d'intérêt, ça en soi, c'est pas quelque chose qui est extrêmement important parce que souvent, on le sait d'avance qu'est-ce qu'ils vont faire en termes de décision de taux. La Fed veut pas créer de surprise forcément au marché, donc ils vont tout le temps nous laisser savoir un peu d'avance où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, les taux d'intérêt en soi, c'est pas quelque chose qui est très important, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la conférence de presse de la Fed. Et donc, durant la conférence de presse, souvent, on apprend un peu plus sur
sur comment la Fed voit la situation actuellement. Est-ce qu'ils sont portés, par exemple, à vouloir baisser les taux d'intérêt davantage à cause qu'ils ont vraiment peur que les données de l'emploi ralentissent, ou est-ce qu'ils voient les données de l'inflation, par exemple, puis ils sont comme pas trop sûrs de hey, ça va-tu continuer à monter ou ça va-tu rebaisser? Donc, est-ce qu'ils vont pas plus aborder cette situation-là et nous laisser comprendre que oui, ils ont baissé les taux, par exemple, en septembre, mais qu'ils veulent pas forcément plus les baisser à l'avenir. Donc, bref, c'est un peu ce genre de choses-là que souvent on a tendance à apprendre durant la conférence de presse de Powell. Et donc, mon trade s'est déroulé avant cette conférence de presse. La raison pourquoi j'ai pris un trade avant un événement important, parce qu'en général, c'est relativement rare que je vais faire ça, c'est tout simplement parce que ici, les attentes de coupure de taux d'intérêt étaient déjà price-in à 100%. Ce que ça veut dire, c'est qu'en regardant les probabilités de coupure de taux ou non, eh bien, on voit que le marché estimait la probabilité à presque 100% du fait que la Fed allait couper les taux d'intérêt. Et donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça diminue, entre guillemets, l'importance de cette décision-là parce que tout le marché s'attend déjà à ça. Et donc, ça fait que même si on était avant la conférence de presse, eh bien, on aurait pu potentiellement voir un mouvement assez directionnel parce que le marché allait déjà se positionner d'avance à cette décision-là. En trading, il y a un dicton qu'on dit buy the rumor, sell the news. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que tu achètes la rumeur, donc tu achètes le scénario le plus probable, et lorsque le scénario se concrétise, eh bien là, tu vends la news, c'est-à-dire tu prends tes profits. Et vous allez voir, c'est exactement ça qui s'est passé. Et je m'en doutais très bien que ça allait être un événement comme ça parce que, ben justement, les probabilités étaient déjà price-in à 100%. Donc, en théorie, la coupure de taux d'intérêt qu'on allait avoir en septembre, c'était rien qui était surprenant, c'était rien qui changeait vraiment le contexte ou quoi que ce soit. Donc, les gens allaient se positionner d'avance à cette nouvelle-là et potentiellement avoir une prise de profit au moment de l'événement. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, si on revient un peu sur le graphique, là, la semaine a commencé et le gold était rendu juste ici. Donc là, on voit qu'on était dans un range et il y avait vraiment un niveau précis que je regardais et que je voulais surveiller, c'est-à-dire ce niveau-là juste ici. Pourquoi ce niveau-là et non forcément le point haut historique juste ici? Eh bien, c'est tout simplement parce que ce niveau-là a été testé plusieurs fois, comme on peut voir, tandis que le point haut historique a été testé seulement une seule fois. C'est un peu la même chose qu'on avait, soit dit en passant, là, durant la grosse correction des derniers mois. C'est-à-dire que si on regarde cette correction-là, oui, on a le point haut historique juste ici, mais ce niveau-là est, on va dire, peut-être un peu moins important que le niveau ici parce que celui-là, on voit qu'il a été testé à plusieurs reprises. Et donc, ça fait que ce niveau-là est, je dirais, plus significatif que le point haut historique. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a vu juste ici. Et donc, avant la décision de la Fed, on peut voir d'ailleurs, là, j'ai mis une ligne ici verticale pour indiquer le moment précis de la décision de la Fed parce que c'est important de considérer le timing du trade et vous allez voir que ça a joué un rôle décisif pour cette opportunité-là. Eh bien, avant donc cette décision-là, il y avait essentiellement deux scénarios que je voyais. Le premier scénario, c'était qu'on allait continuer à faire une correction. Donc, on allait rester dans le range et peut-être avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, rien de très concret. Et rendu à la Fed, eh bien, peut-être soit un breakout à la hausse ou tout simplement à la baisse. Donc, ça, c'était le premier scénario que je voyais. Et le deuxième scénario, eh bien, comme j'expliquais tantôt, vu que c'était déjà attendu qu'il coupe les taux d'intérêt et que je m'attendais à potentiellement une situation de buy the rumor, sell the news, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas peut-être avoir un dernier mouvement à la hausse, un dernier breakout avant justement une prise de profit qui viendrait précéder la Fed? Et donc, je me disais, si on vient à vraiment briser ce niveau-là ici, eh bien, soudainement, il n'y a plus vraiment d'obstacle pour que le marché monte et qu'on ait une continuation à la hausse. Donc ça, c'était vraiment les deux scénarios que je considérais. Donc, la semaine a commencé juste ici. Si j'avance un peu à lundi matin, donc, lundi matin, on était à peu près ici. Et donc là, eh bien, quand je me suis levé et quand la semaine a commencé, ben, je me suis dit à peu près la même chose. Est-ce qu'on va rester dans un range? Est-ce qu'on va avoir un breakout? Bref, c'était pas mal ce que j'observais juste ici. Et donc, si on avance juste un petit peu, on voit qu'effectivement, lundi matin, eh bien, on a commencé à briser ce niveau-là. Et mon raisonnement, suite à ça, ben, je me suis dit, si ce niveau-là est vraiment capable d'être brisé, ben, il n'y a plus vraiment d'obstacle. Donc, c'est quoi qui empêcherait vraiment le marché de monter alors qu'on sait déjà que la Fed vont potentiellement couper les taux d'intérêt? Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai été, disons, encore plus intéressé par ce trade-là sur le gold parce que, eh bien, si on était capable d'avoir une autre jambe de hausse, ça donnait un scénario qui était extrêmement intéressant et qui avait des très, très bonnes probabilités de se produire. Donc, une fois qu'on a commencé le breakout ici, j'ai attendu un tout petit peu juste pour voir est-ce qu'on va vraiment
faire le breakout ou est-ce qu'on va pas juste wick au-dessus du niveau puis après ça rebaisser parce que des fois ça peut arriver. Mais avec la deuxième bougie juste ici, on voit que non, effectivement, on est bel et bien en train d'avoir un breakout et qu'on est capable de se stabiliser au-dessus du niveau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, c'est pas mal à ce moment-là que j'ai pris ma position. Donc, je suis rentré quelque part juste ici. Par la suite, en termes d'invalidation, donc en termes de niveau de risque, j'ai mis un stop loss qui était relativement serré, donc c'est-à-dire aux alentours d'ici. Ça, je vais expliquer là aussi pourquoi, parce que c'est un point qui est extrêmement important du trade. Et en termes d'objectif de trade, eh bien, je m'attendais justement d'avoir une dernière jambe de hausse avant la Fed. Donc, la première chose que je regardais, c'était mon extension Fibonacci de cette impulsion-là. Donc, on tombe à 3720. Et le deuxième niveau que j'avais en tête, c'est tout simplement un autre Fibonacci, c'est-à-dire pour mesurer l'impulsion juste ici avant le breakout. Et on voit que l'extension -1 tombait pile à 3700. Évidemment, 3700, c'est un chiffre psychologique, donc c'est un chiffre rond. Et souvent, lorsqu'on est sur des nouveaux points hauts historiques, les chiffres ronds ont quand même une certaine importance. Donc, c'était vraiment les deux niveaux que je considérais, donc soit 3700 ou 3720. Et comme je dis, donc l'aspect de timing ici est extrêmement important. Puis c'est là qu'on va être capable de comprendre pourquoi j'ai rentré ici, pourquoi j'ai mis mon stop loss relativement serré et pourquoi je visais ces niveaux-là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je dis, toute ma rhétorique de trade, c'était de me dire, OK, on va avoir un dernier push avant la Fed. On va continuer dans cette idée-là de buy the rumor, sell the news. Et donc, un peu avant la Fed, on va voir une prise de profit. Et par la suite, on va devoir attendre de voir qu'est-ce qui arrive avec la Fed. Donc, c'est pour ça que j'ai indiqué le moment de la Fed ici avec une ligne. Et ce qu'on peut également identifier, c'est un 24 heures à l'avance. Donc là, on voit que la Fed, c'était mercredi à 2 heures de l'après-midi. Et donc, on peut également se mettre une ligne mardi à 2 heures de l'après-midi, donc exactement 24 heures à l'avance. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que par expérience, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis sur les marchés, je le sais pertinemment que environ un 24 heures à l'avance avant un événement autant important comme ça, que ce soit la Fed ou par exemple les données de l'emploi, des données de l'inflation, souvent le marché il va se stabiliser. Il va se stabiliser parce que les gens vont attendre. Le monde va prendre leur profit. Il n'y a personne qui va mettre des énormes positions sur le marché 24 heures avant la Fed. Ça devient un peu risqué pour rien. Puis tout le monde le sait, donc souvent, un peu avant un événement important, le marché, il fait comme plus grand-chose. Et donc, ça fait que je me disais, si on veut vraiment avoir un dernier push, eh bien, ce dernier push-là doit venir idéalement avant la Fed, mais aussi avant mardi PM, parce que rendu à mardi PM, je me disais, il ne se passera plus grand-chose sur le marché, puis tout le monde va attendre. C'est pour ça que l'aspect de timing du trade était extrêmement important dans cette position-là, parce que il devait avoir un breakout avant ce moment-là, sinon mon trade était invalidé. Et c'est pour ça que je me suis permis, dans ce cas-là, de mettre un stop-loss qui est relativement serré. Parce qu'en temps normal, mes stop-loss ne sont pas autant serrés que ça. Souvent, je vais laisser quand même pas mal d'espace juste pour laisser de la place pour la position. Mais ici, ça faisait du sens. Pourquoi ça faisait du sens? Parce que mon laps de temps de trade était assez court. On voit là que, essentiellement, ça, c'est la durée que le trade pouvait avoir. Et donc, vu que j'avais quand même un objectif qui demandait un certain momentum et un certain niveau de breakout, ça fait qu'il y avait vraiment deux possibilités. Si le marché part vraiment à partir d'ici, je pense qu'on va être capable de se rendre dans ma zone avant l'événement. Et si jamais ça ne fait pas ça, si par exemple on repasse en dessous de ce niveau-là, eh bien là, on va sûrement être rendu à lundi PM. Souvent en PM, il ne se passe pas grand-chose. Donc, le marché va sûrement se stabiliser juste en dessous de ce niveau-là ici. Et donc, après ça, on se retrouverait durant la session asiatique, mais là, ça laisse plus aucun temps pour un breakout. Là. On s'entend que le marché ne va pas partir de même en flèche tout droit pour se rendre jusqu'à mardi. Ça fait aucun sens. OK? Donc, tout ça pour dire que mon aspect ici de timing était extrêmement important parce que tout se jouait sur ce niveau-là. Si le niveau se fait breakout et qu'on est capable de rester au-dessus, il y a vraiment un potentiel extrêmement élevé pour ce trade-là. Si le marché se retourne et qu'on repasse en dessous de ce niveau-là, le trade est complètement invalidé et toute l'idée est annulée. C'est pour ça que j'allais le savoir assez rapidement si ce trade-là allait fonctionner. Et c'est pour ça donc que mon stop-loss n'est pas particulièrement loin parce que si on repasse en dessous de ce niveau-là, même si on n'a pas rebrisé d'autres obstacles ou quoi que ce soit, toute mon idée de trade n'est plus valide. Donc c'est pour ça que je n'avais pas besoin d'un stop qui était particulièrement loin. Donc en gros, le trade ressemblait à ça juste ici.
Donc là, bon, ça dit 2.5 de risk reward, mais en réalité, j'ai eu 2.9, donc le stop loss est un peu plus comme ça. Voilà. Donc ça, le trade ressemblait à ça initialement. Puis, comme je dis, ben, normalement, là, je voulais être sorti du trade déjà mardi. Donc c'est pour ça que le timing était vraiment, vraiment précis. C'est quand même rare que mes trades sont autant précis que ça. Souvent, il n'y a pas cette nécessité-là, mais ici, eh bien, c'était ça le contexte et c'était quelque chose qui était extrêmement important. Donc, une fois que j'ai rentré dans la position, eh bien, j'ai attendu et on peut voir que ça n'a pas été très long avant de effectivement voir un très, très gros breakout. Donc, lorsque j'ai vu ce mouvement-là, où est-ce qu'on a brisé même le dernier point haut historique, on a clôturé au-dessus, c'était vraiment intéressant. Je me disais, OK, mon trade va fort probablement fonctionner. Donc là, c'était vraiment bien. Et par la suite, si on avance un petit peu plus, on voit qu'on a commencé à se stabiliser. Après ça, durant la session asiatique, on n'a pas fait grand-chose. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, eh bien, on avait atteint mon niveau. Il faut comprendre aussi que, ça c'est juste un petit truc d'expérience, quand on arrive sur des gros niveaux comme ça, psychologiques, je vais toujours avoir tendance à sortir quelques dollars avant le niveau. Donc ici, c'était 3700, donc je voulais sortir aux alentours de 3695, plus ou moins 3698, juste par expérience que je le sais que les gens vont prendre leur profit en arrivant vers la zone et donc potentiellement faire en sorte que le marché se retourne. Au final, si on avance un petit peu plus, le marché a quand même vraiment allé chercher le 3700 juste ici, mais en réalité, là, je suis sorti plus quelque part là-dedans. Donc, mon trade ressemblait à ça. Donc, on voit qu'effectivement, le mouvement s'est bel et bien concrétisé dans le time-lapse que j'avais. On a atteint 3700. Puis évidemment, eh bien, j'ai décidé de sortir ma position au complet juste ici parce que là, il restait vraiment plus beaucoup de temps pour mon idée de trade. Puis on était quand même encore un peu loin du 3720. Donc, je me suis dit, je pense pas qu'il va vraiment se rendre là avant la Fed. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de sortir de ma position juste ici. Donc, en bref, le trade ressemble pas mal à ça. Donc, au total, je suis sorti à peu près à 2,9% de gain, ce qui est excellent pour un trade, surtout d'une courte durée. Le trade n'a même pas duré une journée. En réalité, il a duré un petit peu moins que 24 heures. Quand même un trade plus court terme que ma moyenne, mais des fois, j'aime bien prendre ces opportunités-là quand on a quelque chose qui est vraiment intéressant. Je vais aussi vous faire apparaître à l'écran présentement le screenshot de quand est-ce que j'ai pris le trade et quand est-ce que je l'ai fermé et le message que j'ai mis justement dans notre communauté avec les étudiants du programme de coaching. Il faut savoir que mes trades, je les mets justement en live comme ça. Je vais toujours montrer aux étudiants ce que je fais, juste par simple transparence parce qu'évidemment, on voit tellement tout et n'importe quoi aujourd'hui sur Internet que je pense que la transparence, ça vaut de l'or. Et c'est pour ça donc que eh bien, je vais toujours montrer mes trades comme ça. Fait que bref, tout ça pour dire que le trade eh bien, ressemblait à ça. Et là, donc, si on avance un petit peu pour voir justement ce qui s'est passé, vous allez voir que le fameux buy the rumor, sell the news s'est déroulé exactement comme je le pensais. C'est-à-dire que par la suite, on a eu la rejection du 3700. Il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'à temps qu'on ait la décision de la Fed. Fait qu'on voit qu'on a rebaissé un petit peu. On a remonter et par la suite avec la Fed on a eu énormément de volatilité, on a fait un genre de point haut ici mais finalement on s'est retourné puis pour l'instant eh bien on est à peu près dans le range de où est-ce qu'on était. Donc en gros le trade ressemble pas mal à ça, fait comme on peut voir, guys, puis c'est tout le temps mon objectif avec ces vidéos-là, c'est quand même assez précis, dans le sens qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pas on prend un trade, on espère que ça marche, puis on fait juste attendre de voir ce qui arrive. Non, c'est quand même précis. Il y a toute une rhétorique derrière un trade. Il y a un aspect de timing, il y a un aspect de gestion, il y a l'aspect de comprendre le contexte actuel fondamental, de voir qu'est-ce qui peut arriver, comment les autres acteurs vont se positionner par rapport à ça. Bref, ça, c'est beaucoup d'expérience aussi. Là, évidemment, après 10 ans de trading, je commence à avoir un deuxième sens, si on veut, au marché que de juste regarder ce qui est devant nous. Donc, à un moment donné, on est capable de faire des scénarios comme ça dans sa tête. Donc, bref, c'est pas mal ce qui fait le tour, guys, pour l'explication de ce trade. Donc, comme d'habitude, je suis allé dans le plus de détails possible pour vraiment vous donner le plus de valeur, vous montrer toutes les nuances qu'il peut y avoir au niveau des trades. Fait que j'espère que vous avez, guys, apprécié cette vidéo-là. C'est le genre de vidéo, selon moi, qui a vraiment le plus de valeur sur la chaîne parce que, eh bien, c'est vraiment du concret. C'est difficile de faire plus concret que ça. Et j'espère encore une fois, guys, que ça vous montre eh bien, le niveau de professionnel qu'on doit avoir sur les marchés si vraiment on veut être rentable sur du long terme et atteindre un très, très haut niveau de succès. Le trading, c'est pas de juste mettre 2-3 lignes, puis ça y est, on trade, puis on fait de l'argent. Il y a vraiment toute une compréhension qui est extrêmement importante à développer. Et avec les bons systèmes, eh bien, c'est possible de la développer, cette compréhension-là, mais ça demande du travail, ça demande des efforts et c'est tout à fait normal. Donc bref, j'espère guys que vous avez apprécié la vidéo et si justement vous voulez aller plus loin dans votre compréhension sur les marchés, si vous voulez être capable de faire ce genre de trade-là et de vraiment
comprendre en profondeur tout ce qui se passe dans le monde et comment ça vient impacter les marchés, je vous invite, guys, à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Ça va vous amener vers une autre page qui est en fait une vidéo présentation de qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching. Donc, c'est quoi vraiment toutes les étapes qu'on met en place pour aider les étudiants du programme à devenir rentables. Comment qu'on fait aussi pour aller chercher le plus de capital possible avec lequel on peut trader sans même risquer votre argent. Bref, ça va vraiment vous expliquer le processus en détail. Et si par la suite, c'est quelque chose qui fait du sens pour vous et que vous aimeriez travailler avec moi et mon équipe directement, eh bien, vous allez aussi avoir l'option de planifier un appel et on va pouvoir prendre le temps avec vous de regarder votre situation, vos objectifs, de voir, eh bien, est-ce qu'on peut vraiment vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez le lien dans la description, guys, de cette vidéo-là. Allez écouter l'autre vidéo et vous allez avoir toutes les informations là-dessus. Sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. Si oui, mettez-y un like et je vous remercie évidemment de l'avoir écouté. Et là-dessus, eh bien, on se retrouve dans la prochaine.